Bienvenue à toutes. Moi, je suis Pierre-Emmanuel Alain, je suis infirmier sur le site de Paris-Doménil, donc au niveau de l'avenue Doménil, autour de la gare de Lyon. Je suis infirmier depuis 4 ans sur ce site. Donc, je suis l'infirmier en santé au travail de beaucoup d'entreprises différentes, du tertiaire, de l'industrie, dans la chimie, dans beaucoup d'entreprises différentes. Donc, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette intervention et de pouvoir vous parler d'un sujet dans un sujet que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé en addictologie et en psychiatrie auparavant, dans des services, que ce soit de l'hospitalisation ou des maraudes. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, donc c'est un domaine que je connais plutôt bien, avec une approche qui est différente, ou en tout cas, voilà, qui va plutôt poser la question du comment on consomme, ou en tout cas se poser la question sur sa consommation de produits plutôt que de me parler de bien, de mal. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, je suis là pour vous informer sur ce qui se passe, qui arrive, les impacts d'une consommation. Voilà, vous expliquer un peu comment questionner votre propre consommation, comment questionner la personne que vous avez en face de vous qui souhaite en parler sans la juger. Voilà. Essayer un peu de déconstruire parfois les représentations qu'on peut avoir, ou en tout cas mais après voilà, les stéréotypes qu'on peut avoir aussi sur ces sujets-là. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de vous questionner et vous informer sur ces sujets-là. Donc, en premier lieu, on verra un peu les différents niveaux d'une consommation. Donc, on va parler de produits licites ou illicites, de substances psychoactives. Voilà. Donc, je vous détaillerai un peu plus par la suite. Donc, on va parler principalement de l'alcool et du cannabis avec l'impact sur le corps, sur la psyché, sur le monde du travail, sur la vie personnelle. Euh, voilà. Ensuite, on verra la responsabilité de l'employeur et surtout aussi la responsabilité du salarié, parce qu'on parle beaucoup de l'employeur, mais aussi le salarié est aussi responsable de sa sécurité. Et enfin, on pourra aborder les différents réseaux, les différents parcours de soins possibles, les différents acteurs que vous pouvez solliciter pour prendre en charge un salarié ou une personne de votre entourage. Voilà. En tout cas, je vous détaillerai tout ça aussi à la fin sur les différents protagonistes en matière d'addictologie. Alors, comment on peut définir un peu une pratique addictive? Est-ce que le fait de boire un verre de vin le soir tous les jours, ça fait de moi quelqu'un qui suis alcoolique? Donc ça, c'est un peu une question que j'ai souvent, ou en tout cas, c'est un peu les interrogations qui arrivent en premier lieu. Donc il y a plusieurs types de comportements lorsqu'on parle d'une consommation par rapport à un produit, qui soit un produit licite comme l'alcool ou illicite comme le cannabis ou la cocaïne, par exemple. Après, il y a beaucoup de comportements à risque et de dépendance qui sont assez tolérés dans la société, surtout dans nos sociétés actuelles, avec par exemple le workaholisme, qui est une dépendance au travail, un hyper-investissement dans le travail, un non-cloisonnement entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, c'est une vraie dépendance, c'est une montée d'adrénaline, c'est une réelle dépendance au travail qui va prendre aussi beaucoup de place dans la vie du salarié. Il va avoir du mal à dormir, il va prendre du poids, il va vouloir moins voir ses enfants ou sa famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt toléré, plutôt, je dirais pas bien vu, mais qui est plutôt accepté. Ou aussi les personnes qui sont dépendantes aux jeux vidéo, à tout âge d'ailleurs. Voilà, donc c'est consommer, euh, consommer de façon répétée avec un impact sur sa personne ou sur les équilibres de vie de la personne qui fait que je suis dans une pratique addictive où il peut y avoir un risque, une pratique à risque. Alors, consommer une substance psychoactive, donc comme l'alcool et ou le cannabis, ne signifie pas être systématiquement dépendant au produit. Donc, ensuite, je vais passer. Voilà. Donc, en fait, personnellement, lorsque j'ai des salariés en face de moi dans mon bureau qui me parlent d'une consommation, en tout cas qui se posent la question, ils me disent est-ce que je suis alcoolique si je bois ça ce jour-là, et qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est un peu compliqué en fait je suis pas là pour poser un diagnostic, mais je suis là pour faire un peu penser comment la personne consomme. Donc est-ce que la personne va vouloir consommer tous les jours? Est-ce que ça va être quelque chose qui va centrer sa journée, par exemple? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser.
Donc, on a l'usage simple en premier lieu, donc c'est une consommation occasionnelle ou régulière, mais qui n'entraîne pas de problème à court terme, mais aussi à long terme euh, sur, euh, sur la personne. Cependant, si des dommages corporels ou psychiques arrivent plus tard, on va parler de pratique à risque. Et en fait, la pratique à risque, c'est le step avant la dépendance, avant l'usage nocif et du coup la dépendance qui arrive très rapidement. Donc, on va parler d'abus ou d'usage nocif lorsque la consommation sera répétée et qu'elle entraînera des complications sur le plan de la santé, donc un état anxieux, une dépression, une cirrhose du foie, un cancer, ça peut être aussi une pancréatite. Après, il y a aussi des signes qui doivent vous alerter lorsqu'il y a des accidents du travail à répétition, par exemple, mais que ce soit des accidents sur la voie publique, d'un commercial qui a beaucoup de déjeuners d'affaires et qui a, par exemple, à répétition des fractures de la cheville. Ça, c'est des choses que j'ai pu voir dans ma pratique. Après, il peut y avoir aussi dans la vie privée de la personne des altercations, des séparations, voilà, des séparations, oui, oui, des divorces même. Et après, sur le lieu de travail, des problèmes relationnels avec des collègues, voilà. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des problèmes avec une substance pour avoir des problèmes relationnels avec ses collègues, mais ça peut être un signe évocateur d'une problématique addictive. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose que pour moi, il faut retenir, c'est que lorsqu'une personne va consommer, par exemple, un verre de vin tous les jours, son corps va s'accoutumer au produit. C'est-à-dire que les effets recherchés au début d'un peu de détente, d'apaisement de l'anxiété, vont se dissiper au fur et à mesure des jours, parce que le corps va s'accoutumer. Et en fait, le corps s'accoutume pour nous protéger. Le problème, c'est qu'on est obligé d'augmenter les doses. Donc, on va passer à 2 verres plutôt qu'un verre pour retrouver cette sensation un peu d'apaisement et de plaisir recherché en premier lieu. Donc, on va parler de dépendance, qui est une véritable maladie, hein. Donc, la maladie addictive, en anglais, on parle de cravings, sans accent. Donc, c'est un désir puissant et irrépressible de continuer sa consommation malgré le fait qu'on sache que on va avoir du mal à aller travailler demain, on va pas pouvoir aller chercher forcément ses enfants à l'école, on va louper un anniversaire. La personne va se désinvestir totalement de toutes ses obligations familiales, sociales et professionnelles. Donc, la journée, voilà, ce que j'ai écrit, la journée est organisée autour du produit addictogène, mais quel qu'il soit. C'est ça, en fait, que je veux faire comprendre, c'est que je suis pas du tout de la police, mais ce que je veux dire, c'est que qu'importe le produit, s'il est licite ou illicite, il va avoir un impact en fait sur la personne et sur tout le système qui est autour de la personne. Donc là, je vous ai fait une grande cartographie des usages simples, donc sans dépendance et nocifs où il y a une conduite à risque, pour vous expliquer que beaucoup de produits qui sont illicites sont utilisés en France par un bon nombre de personnes. Par exemple, que 700 000 Français ont potentiellement une dépendance au cannabis. Donc, on ne parle pas des personnes qui ont déjà essayé le cannabis. Il y en a quand même 17 millions, ce qui est énorme. Mais voilà, 700 000 Français ont potentiellement une dépendance au cannabis, qui est nous sommes le pays le plus consommateur en matière de cannabis avec l'Angleterre dans les pays de l'OCDE, même pays de l'Union européenne, avec une politique les plus restrictives actuellement. Mais actuellement, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de sensibilisation sur l'usage du cannabis, notamment chez les plus jeunes. Alors, durant notre vie ou durant la vie du salarié, durant la vie de toute personne, on peut avoir des problèmes personnels, des problèmes professionnels, on peut avoir des maladies, des problèmes dans la vie, voilà, des divorces, une perte d'emploi. Voilà. Il peut y avoir plein de moments dans la vie où on a potentiellement besoin d'une béquille. Et la béquille, certaines personnes, à un instant T, ont besoin d'avoir soit l'alcool, soit le cannabis, soit le travail, soit le sport. Voilà. Une personne qui va vraiment avoir besoin d'une béquille pour tenir sur la durée un moment douloureux. Donc, c'est multifactoriel, mais c'est pour vous expliquer vraiment que l'usage simple qu'on peut avoir pendant toute sa vie peut entrer dans un mécanisme de dépendance
pour n'importe quelle personne, à n'importe quel moment, pour n'importe quel événement, en fait. Donc, par rapport à l'alcool, donc, j'ai écrit un petit peu comment l'alcool avait été créé, donc c'est lié à une macération. Donc, la molécule qui est cancérigène dans l'alcool, c'est l'éthanol. L'alcool est une substance psychoactive, donc psychoactive, ça veut dire qui agit sur le cerveau. Donc, le problème, c'est qu'elle agit sur la zone de la récompense, mais elle agit aussi sur toutes les zones du cerveau. Donc, le problème, c'est que comme toutes les zones du cerveau sont touchées, toutes les, toutes les perceptions, par exemple, des espaces vont changer, l'humeur va être un peu plus exaltée ou tranquillisée, il va y avoir des pertes de mémoire parce que le lobe frontal, par exemple, le lobe occipital et le lobe frontal vont être touchés aussi, la vision va être altérée, la coordination des mouvements brouillés. Voilà, ça peut vous expliquer que ça agit sur toutes les zones du cerveau, c'est pour ça que après nous sommes tous différents, nous réagissons tous différemment à l'alcool, mais il y a quand même principalement des troubles cognitifs qui peuvent arriver dès le deuxième verre. Donc, comme je le disais, la coordination motrice, l'équilibre, la perception et le jugement sont altérés lorsqu'on consomme plus de 2 verres. Donc, quand je dis 2 verres, je parle de verres euh, classiques, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Et ce sont les verres, pour vous donner un exemple, les verres dans les brasseries, par exemple, une brasserie parisienne, et voilà, tous les verres classiques de bistrot, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas les verres qu'on se sert dans le cadre de la vie personnelle. C'est par exemple les verres qu'on peut avoir dans un restaurant. Donc, l'alcool va entraîner une baisse de la vigilance, une augmentation des accidents de la route ou de la vie courante. On peut réagir de manière violente, sans penser au futur. Dans d'autres cas, être beaucoup plus vulnérable et moins en capacité de se défendre. Donc là, on peut parler aussi de violence aux personnes dans ces cas-là. Euh, il faut savoir qu'un décès masculin sur 7 en France pardon, est attribuable à l'alcool, donc à l'éthanol qui est cancérigène, donc ce qui est énorme. Donc, c'est-à-dire que oui, l'éthanol, même à petite dose tout au long de sa vie, c'est un facteur de risque dans le cancer pour les hommes. On dit que les hommes sont plus touchés que les femmes parce que ça avait été sur un panel de la génération précédente, mais là, on commence à voir que les femmes vont commencer, voilà, sur l'égalité femmes-hommes là-dessus, malheureusement, arrive dans les années à venir par rapport à la consommation d'alcool, parce que les femmes consomment autant d'alcool que les hommes actuellement en France. Et 10%, voilà, je voulais vraiment le souligner, 10 à 20% des accidents du travail sont directement dus à l'alcool dans le monde du travail, mais chez des personnes qui ne sont pas dépendantes. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'une personne qui a un problème d'addiction aura forcément un accident du travail. C'est majoritairement les personnes qui n'ont aucune dépendance à l'alcool qui ont des accidents du travail. Parce qu'il y a accoutumance des personnes qui sont malades. Donc, là, j'ai fait une parenthèse sur la consommation d'alcool lorsque l'on mange. Donc, en fait, le taux d'alcool, donc l'alcoolémie, le taux d'alcool dans le sang augmente très rapidement chez un sujet qui est à jeun. Donc, il est préférable de manger dès la première prise du verre. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va consommer à jeun de l'alcoolémie va monter très haut et très vite. Par contre, si on va manger en même temps qu'une consommation d'alcool, l'alcool va monter moins haut et moins vite, car l'estomac n'a pas d'obstacle à, à métaboliser. Donc en fait, là, l'alcool passe directement dans l'estomac, dans les intestins, dans le sang et directement au cerveau. Donc le conseil que je donne, que j'ai repris de l'Agence nationale de la santé publique en Angleterre, c'était que pourquoi pas ne pas consommer 2 jours d'affilée par semaine. Parce ils se sont aperçus que lorsque le foie n'est pas sollicité avec de l'alcool pendant 2 jours, on parle de régénération, on va dire qu'il peut se refaire une santé, voilà. On peut dire ça plus vulgairement. Voilà, donc ne pas consommer d'alcool pendant 2 jours d'affilée.
Voilà, je vous ai fait la courbe de l'alcoolémie lorsque une personne consomme à jeun de l'alcool et lorsqu'une personne, au cours d'un repas, va consommer de l'alcool. Donc, le moment d'absorption, donc vous avez en haut à gauche, donc lorsque c'est à jeun avec la même quantité d'alcool, voilà, à l'élimination de 7 verres d'alcool chez un homme de 70 kilos, l'alcoolémie va monter beaucoup plus haut et beaucoup plus vite par rapport à quelqu'un qui va manger. Après, il faut vous dire aussi que l'alcoolémie dans le sang n'est pas la même chez un homme et chez une femme. Après, il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut prendre en compte, le poids de la personne, le métabolisme de la personne. Donc en 2003, donc c'est une étude qui a 20 ans, mais une étude de l'INSERM qui rapporte des résultats sur les circonstances qui favorisent une consommation d'alcool durant le travail. Donc il y a plusieurs facteurs. Le stress, les exigences liées au poste de sécurité, le travail posté, c'est-à-dire le travail où il y a un roulement avec une équipe, un roulement en équipe, par exemple les infirmiers ou les médecins dans les hôpitaux, les aides-soignants, les veilleurs de nuit, les veilleurs de nuit, les réceptionnistes, voilà, tout ce qui est en travail en équipe, en roulement, c'est un facteur de risque de consommation d'alcool au travail. Les habitudes de consommation d'entreprise, la non-consommation peut être aussi un facteur d'exclusion. C'est des choses que j'ai pu entendre en consultation. C'est je ne fais pas partie de l'équipe parce que je ne bois pas d'alcool. On m'invite pas au déjeuner parce que je ne bois pas d'alcool. Voilà. Il faut aussi vous dire que certaines personnes ne consomment pas et que ça peut les exclure. Donc les repas d'affaires, beaucoup de repas d'affaires par exemple pour les commerciaux. Et l'étude Gazelle qui a étudié les modes et les problèmes de consommation de 20 000 salariés voilà, durant 20 ans rapporte les résultats suivants, que certaines contraintes de travail favorisent la consommation d'alcool, dont le travail en plein air, les postures pénibles, le port de charges lourdes, les déplacements longs, fatigants ou rapides. Donc, on peut se dire que une très grande majorité des salariés ou des agents en France sont exposés à ces contraintes, donc sont exposés à ces facteurs de risque. Donc, ce sont des personnes qu'il faut sensibiliser. J'aimerais terminer par rapport au risque d'une consommation d'alcool, c'est que la consommation d'alcool, même si elle est standard, même si on n'a pas de dépendance, elle diminue la vigilance et les réflexes. C'est-à-dire qu'il y a une majorité d'accidents du travail qui sont liés à des personnes qui consomment de l'alcool, mais sur le cadre de leur lieu de travail, dans le cadre de leur lieu de travail, mais qui n'ont pas de problème de dépendance et qui peuvent avoir un accident du travail. Voilà. Ce ne sont pas forcément les personnes les plus dépendantes qui ont des accidents et qui se mettent en danger sur leur lieu de travail. Il faut vraiment sensibiliser tous les salariés et tous les agents. Donc, on va passer au cannabis. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions. Je les reprendrai à la fin pour y répondre avec plaisir. Donc, pour le cannabis, je pense que vous avez pu voir un petit peu dans Paris ou en Île-de-France ou ailleurs, les magasins les, les coffee shops, on va dire, ou en tout cas les magasins de CBD, de skincare en CBD, de soins pour les cheveux au CBD. Voilà, on voit beaucoup le CBD. Donc, je vais vous expliquer un peu la différence entre le THC et le CBD, qui sont des molécules qui sont à la base de la plante, le chanvre, donc le cannabis. Donc, je vais vous expliquer la différence entre le CBD et le THC. Donc, le CBD qui est vendu dans beaucoup d'endroits, il n'est pas autant psychoactif que le THC. Par exemple, le CBD va être utilisé beaucoup, donc il est utilisé depuis de nombreuses années en Angleterre et au Canada, donc tout ce qui va être pris en charge de maladies chroniques telles la sclérose en plaques ou des maladies liées aux muscles, les maladies auto-immunes. Le THC, donc, qui n'est pas vendu, qui est interdit, est une partie du cannabis qui est extraite et qui est psychoactif et qui donne donc un impact sur le cerveau. Donc on peut avoir, donc dans le cadre de la consommation de THC, on peut avoir une sensation d'apaisement, de relaxation, chez certaines personnes, ça donne de l'appétit, chez d'autres personnes, ça coupe l'appétit. Ça diminue la sensation de douleur, donc ça vraiment agit au niveau des nerfs. Et beaucoup de personnes
pense que ça peut être anxiolytique, donc c'est à visée d'apaisement, sauf que le, ça fait un peu un effet qui se coule, c'est-à-dire qu'au début, ça va être anxiolytique, sauf qu'après, il y aura une montée de l'anxiété qui sera très forte. Et le risque en consommant du cannabis, donc CBD, THC ensemble, c'est que le produit soit coupé avec d'autres produits qui peuvent être toxiques s'ils sont fumés. Donc on peut retrouver régulièrement du verre pilé, du détergent, du savon, du sucre ou encore du paracétamol dans les, dans les barrettes ou dans la vente de sachets. Et il est possible de retrouver voilà, des traces de dérivés de cannabis jusqu'à 1 mois s'il y a une instruction en justice dans le cadre d'un accident corporel. Donc, l'impact du cannabis, donc THC et CBD, là je les mets ensemble, sur le salarié, sur la personne. Donc, baisse de la vigilance, des réflexes et des capacités de mémoire. Donc, on retrouve les mêmes effets au niveau cognitif que l'alcool. L'angoisse augmente. On a un trouble de la vision, on a un possible sentiment de persécution. Donc, possible sentiment de persécution, c'est-à-dire une anxiété qui va monter et qui va se traduire par une sensation que les personnes autour de soi nous veulent du mal. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc après, ça dépend des personnes, mais voilà, les premiers effets peuvent apparaître 15 minutes après la première bouffée. Après, ça dépend, lorsque je vous ai parlé d'accoutumance, le corps va aussi avoir une accoutumance au cannabis, c'est-à-dire que une personne qui consomme régulièrement du cannabis n'aura pas les mêmes effets au début de sa consommation par rapport à une consommation de 10 ans. On peut le voir aussi en France actuellement, ou dans beaucoup de lycées, de collèges, ou même à la faculté. Ça peut être un facteur d'isolement social chez les étudiants lorsqu'une consommation est régulière. Et la consommation est souvent régulière pour apaiser. La visée, l'objectif principal, c'est de baisser l'anxiété chez le sujet. Le problème, c'est que le CBD, le cannabis est utilisé après par la suite pour dormir, avant un examen, avant un rendez-vous, et après, ça va être pour entrer en lien avec les autres. Et voilà, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens peuvent s'isoler. Des problèmes cardio-respirateurs peuvent apparaître parce que voilà, la fumée au niveau pulmonaire est nocive. Et la consommation de cannabis peut révéler aussi chez certaines personnes une psychose, donc la schizophrénie. Donc, on va parler de psychose cannabique liée et associée à une schizophrénie. Après, beaucoup de personnes, pour avoir travaillé dans ce domaine, peuvent déclarer une schizophrénie sans pour autant avoir consommé de cannabis. Mais la consommation de cannabis est un facteur favorisant et aggravant de la schizophrénie. Donc, pour reprendre un petit peu ce que je vous ai dit, donc la consommation de cannabis, même si elle est occasionnelle et standard, diminue la vigilance et les réflexes, diminue les capacités de raisonnement, le champ de vision et la perception du risque. Comme l'alcool, une consommation de cannabis peut constituer un danger pour soi, pour les autres et pour ses collègues. Donc, dans le cas des accidents de voiture, par exemple, que l'on peut malheureusement voir régulièrement. Donc, c'est un effet extrêmement majorant du risque avec une association avec l'alcool, c'est multiplié par 15 le risque d'accident routier mortel. Au niveau de la durée de vie du cannabis et de l'alcool, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est multifactoriel par rapport au fait si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes plutôt mince, si vous êtes plutôt rond, si vous êtes habitué à consommer de l'alcool ou pas. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Après, il faut vous dire que ça reste longtemps dans le sang, que ça reste longtemps dans les urines, le cannabis et alcool. Donc, dans le cadre de procès, que ce soit au pénal ou au civil, il peut y avoir une recherche de substances dans le sang. Au niveau des tests, il existe, j'en ai pas parlé, je l'ai pas écrit, mais je sais qu'il existe des tests pour le CBD et le THC au niveau urinaire dans beaucoup de centres où c'est même vendu en pharmacie. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé.
Le problème, non, c'est pas le problème, c'est qu'il faut vraiment que ça soit écrit et que tous les salariés soient prévenus que l'entreprise peut contrôler ses salariés par un test si la procédure, si le process est bien inscrit dans le règlement intérieur et que le CSE soit informé. On va parler, par exemple, des postes donc j'ai noté pour les postes dits hypersensibles, c'est-à-dire, par exemple, les postes de conducteur de car, conducteur de bus, conducteur de métro, montage et échafaudage de chantier, les grutiers, par exemple. Voilà. Il est tenu au secret professionnel, par exemple, par contre, par rapport au résultat, s'il est positif ou négatif du salarié ou de l'agent, mais il a le droit si le salarié est prévenu, informé et que les membres du CSE soient informés et qu'il est inscrit dans le règlement intérieur. L'employeur a le droit de procéder à un contrôle. Au niveau de la responsabilité de l'employeur sur la consommation de substances psychoactives dans le monde du travail, ah, Delphine, vous avez levé la main. Euh, euh, vous avez une... Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Je crois que vous voulez poser une question, Madame Gontier. Allô? Oui, Attendez. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous vouliez poser une question? Oui, Je vous écoute. oui. Je voulais savoir si quand l'employeur voit que le test est positif, quel est l'effet sur le salarié? Donc, ça dépend de plusieurs choses. En fait, ça dépend si le salarié est... Parce que, en fait, il peut avoir consommé, mais ça dépend dans quel contexte. Est-ce que vous travaillez dans quel... c'est dans quel type de poste dont vous Non, c'est parlez? d'une façon générale. D'une Si, façon générale. oui, Donc, le salarié va être... donc, on n'a pas le droit de consommer, d'être alcoolisé sur son lieu de travail. Donc, après, ça dépend dans quel contexte ça s'inscrit. Si je c'est après... pensais plutôt, par exemple, au cannabis face à, je ne sais pas, un grutier, un conducteur d'engin ou pas quelqu'un qui a une responsabilité qui n'est pas que la responsabilité de soi-même, quoi. Oui, bien sûr. Après, il y a une procédure disciplinaire qui est mise en place. Il peut y avoir licenciement, hein. Ah oui, d'accord. Non, parce que comme vous parliez de confidentialité, après, ça devient compliqué C'est pour ça que le process doit être très, très bien rédigé et très, très bien d'accord. pensé pour éviter. Après, vous pouvez, par exemple, si un salarié est licencié parce qu'il a consommé du cannabis sur son lieu de travail et qu'il est grutier, la procédure disciplinaire, elle restera entre vous et le salarié et l'ensemble des salariés ne sera pas normalement au courant. D'accord, ok. Mais ouais, ok. Ah, mais dites-moi. Oui, non, 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 J'ai c'était une pas dit que c'était réflexion que je facile, me. hein. Oui, non, non, c'est pas ça. C'est que oui, oui, c'est un peu délicat, quoi. C'est, Enfin c'est- bref, excusez-moi. Oui, je vous laisse Non, non, continuer. non, non, mais c'était très intéressant. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat avec des répercussions qui peuvent être terribles. Donc, c'est un sujet Ouais. qu'il faut bien cadrer et il faut vraiment que ça soit très pensé, en fait. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un sujet très délicat. Mm. Voilà. Bon, du coup, Merci beaucoup. non, non, il n'y a pas de souci. Du coup, je désactive votre son. Hop. Donc, on va pouvoir reprendre. Est-ce que vous m'entendez? Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez? Juste pour savoir si je peux reprendre. Ok, merci. Donc, vous voyez, donc, ce que je disais, c'était que l'employeur est responsable de la sécurité. Il a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de l'entreprise. Et l'employeur peut être poursuivi pour faute, une faute inexcusable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
ça, c'est de façon générale. Et sa responsabilité pénale, donc c'est-à-dire la prison, peut être également engagée si il y a une mise en danger d'autrui, blessure, homicide involontaire. Il est responsable si son salarié cause un dommage à un tiers. Donc c'est pour vous reprendre si je reprends votre question, c'est que vous êtes responsable de la santé, la sécurité du salarié, mais vous êtes responsable aussi s'il cause un dommage à un tiers du fait d'une consommation ou non, en fait. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a la consommation de cannabis qui est interdite et il y a aussi le fait qu'un salarié n'a pas à causer un dommage à un tiers. Donc là, je vous ai pris des articles réglementaires et législatifs. L'article, oui, donc le R4228-1, donc il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Donc, lorsqu'on parle d'état d'ivresse, c'est en état d'ivresse, légalement, il faut qu'un test soit fait pour qu'on parle d'état d'ivresse. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas le voir visuellement, cliniquement, mais légalement, il faut que l'état d'ivresse soit acté. L'état d'ébriété du salarié n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité. Donc, ce n'est pas parce que le salarié est en état d'ébriété ou en état d'ivresse, ça n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité. Donc, il est interdit de détenir des stupéfiants, transport, offre et vente. Et il est interdiction générale de consommer des produits stupéfiants. L'employeur peut demander au médecin du travail un nouvel examen médical pour vérifier l'aptitude du travail au poste. Donc, vous pouvez aussi venir je repense à vous, madame, si vous avez une problématique avec un salarié qui est alcoolisé ou qui consomme du cannabis, vous pouvez demander à ce qu'il soit vu par le médecin du travail pour voir s'il y a toujours une aptitude au poste. Donc, le médecin du travail peut venir en support des services RH, par exemple. Alors, tac. Donc, par rapport au salarié, le salarié il a aussi une obligation de sécurité pour lui et pour les autres. Donc, il lui incombe de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Donc, ça, c'est parfois un article du code qu'on oublie, mais le salarié a aussi une obligation de sécurité pour soi et pour celle des autres du fait de ses actes. Donc la jurisprudence, donc je vous ai mis donc la jurisprudence, donc des décisions de justice. Je vous ai mis des articles de la Cour de cassation principalement, voilà. Pour faute, donc ce sont des exemples pour vous illustrer aussi les propos que je peux avoir sur le fait que la responsabilité du salarié ou de l'employeur peut entrer en peut être pénalement répréhensible, peut être pénalement, je ne trouve plus mes mots, voilà, il peut être traduit au civil ou au pénal. Donc, pour faute grave, si un salarié est retrouvé en état d'ébriété dans l'enceinte de son entreprise, eu égard à ses fonctions et ses antécédents. On a pu voir aussi qu'un mécanicien était licencié car en état d'ébriété, car une mauvaise réparation aurait pu mettre les clients en danger. Donc, c'est vraiment, même s'il n'y a pas eu d'accident du fait de la mauvaise réparation de la voiture, c'est l'incidence du fait de consommer en état d'ébriété parce que le salarié a la responsabilité d'une voiture. Licenciement pour retrait de permis pour alcoolémie au volant en dehors du temps de travail concernant un salarié affecté à un poste de conduite. C'est-à-dire que c'était un commercial qui avait eu un retrait de permis dans le cadre de ses vacances, donc ce n'est pas sur son lieu de travail, ce n'est pas dans le cadre de son travail, et il a été licencié par son entreprise car la personne avait eu un retrait de permis du fait d'une alcoolémie au volant. Et licenciement pour faute grave d'un salarié consommé du cannabis sur son lieu de travail. Donc, ça reprend un peu l'information que je vous ai donnée, madame, c'est que je ne dis pas que vous pouvez licencier comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que le droit est là aussi pour vous aider et que tout a été mis en place pour permettre des dispositifs dans les entreprises pour garantir la sécurité des salariés et l'information. Donc, que faire? Si vous avez, vous, des problèmes ou des questions, des problématiques sur une consommation potentiellement à risque ou pas, voilà, parfois on ne sait pas trop où on en est. Donc, vous pouvez vous adresser à un médecin traitant, ou en tout cas, vous pouvez aussi demander au salarié qui a une problématique de s'orienter ou de l'aider à l'orienter vers son médecin traitant ou un médecin psychiatre. Un addictologue aussi, donc le médecin généraliste, il y a certains médecins généralistes qui sont addictologues.
Autrement, vous avez des centres dans Paris ou en Île-de-France, ou dans toute la France d'ailleurs, mais il y en a plus en Île-de-France, c'est les XAPA, CSAPA, donc c'est des centres de soins et d'accompagnement de prévention des addictions. Donc il y a certains XAPA qui ont une, une spécificité particulière. Il y en a certains centres, c'est plutôt pour l'alcool, le cannabis ou, euh, ou d'autres problématiques. Vous avez aussi Écoute Alcool ou Drogue Info Service, des sites internet dédiés, d'associations. Il y a beaucoup d'associations de consommateurs aussi. Et vous pouvez vous tourner vers nous, votre service de santé au travail, donc qui pourra vous conseiller, reprendre la situation parce que parfois, parfois on a besoin d'y voir un peu plus clair sur ce dont on a le droit, ce qu'on est obligé de faire pour le salarié. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à venir vers nous. C'est notre rôle aussi de vous accompagner lorsqu'il y a des problématiques de ce genre. Et je pense aussi à, tac, 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 à, oui, des associations de consommateurs qui mettent en place des groupes de parole quotidiens. Donc, il y a évidemment le plus connu, les Alcooliques Anonymes, mais il y a aussi d'autres services, d'autres d'associations qui mettent des groupes de parole en place pour le cannabis. Si, euh, comment dire? En fait, derrière chaque personne qui consomme un produit, il y a une façon de consommer qui est différente. Il y a un consommateur, voilà, il y a une consommation différente, un consommateur différent. C'est-à-dire que peut-être qu'une solution ou un dispositif ira très bien à Monsieur X, mais n'ira pas à Monsieur Y le lendemain. Pourtant, on pourrait penser que la consommation est plutôt similaire et que le problème est le même. Et en fait, non. Donc, il faut juste vous dire que c'est quelque chose qui peut être très long à mettre en place, très compliqué, mais qu'il faut vraiment voir chaque personne comme une personne différente à chaque fois et pas comme une addiction similaire. Voilà. Merci pour votre attention. Je parle parfois un peu vite, donc j'espère que j'ai été assez compris. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, soit à l'oral, soit par écrit, comme vous le souhaitez. Il faut juste, je crois, lever la main dans la, dans la, dans la liste. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, euh, Madame, oui, oui. euh, Madame, j'arrive pas à voir ce que je veux. Nous souhaiterions faire une campagne sur les addictions en interne. Que nous conseillez-vous en termes d'approche? Donc j'ai que Madame Lu, donc je sais que c'est Audrey Lu, donc je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand je veux ouvrir. Lucas, bon, Madame Lucas. Euh, Là, par exemple, je vais aller faire une intervention pour une entreprise que je ne connais pas forcément, mais j'ai eu un peu en amont les RH, on a parlé un peu de pourquoi ils avaient besoin d'une sensibilisation, quel type de sensibilisation, est-ce que la sensibilisation, par exemple, est-elle obligatoire? Dans quel contexte elle s'inscrit, en fait? C'est de savoir pourquoi vous voulez mettre en place une sensibilisation. Déjà, est-ce qu'il y a une problématique ou non? Est-ce que c'est en lien avec la journée mondiale euh, pas de l'alcool, de la prévention des risques. Voilà, ça dépend dans quel contexte ça s'inscrit, quel type de métier vous avez, est-ce qu'il y a eu des problématiques auparavant. Voilà, ça dépend vraiment de l'approche. Donc ça peut être parfois pendant 1 heure avec. Après, là, je parle vraiment. Je, je réfléchis aussi à voix haute. C'est une demande de notre CCCT. Nous avons quelques collaborateurs qui ont problématique là. Donc voilà, est-ce que vous voulez proposer aux gardiens, à tous les gardiens? Est-ce que vous voulez demander d'abord aux managers de participer avec les gardiens, que aux managers qui vont, eux, après diffuser l'information? Il faut vraiment vous poser la question de la forme au niveau de l'obligation d'y participer ou pas. C'est quelque chose pour moi qui peut parfois être un peu persécutant pour certaines personnes. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce que vous voulez... Après, je pense qu'il faut vraiment un gardien, donc c'est vraiment du travail posté, où il y a une certaine pénibilité, donc il y a beaucoup de facteurs de risque, comme on a pu le voir précédemment.
Je pense, un tel inconnu peut être imposé au salarié de manière discrétionnaire. Oui. Oui. Après, en fait, c'est si vous avez deux, trois gardiens qui ont des problématiques d'alcool, peut-être. Après, à mon sens, est-ce que c'est nécessaire de faire une sensibilisation pour tous les gardiens ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux en parler directement avec eux si vous avez des preuves ou en tout cas s'il y a des symptômes, pourquoi pas l'adresser au médecin du travail. Ça dépend en fait c'est un sujet très touchy, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment brainstormer dessus. Après, n'hésitez pas, si vous souhaitez m'appeler ou m'envoyer un mail, après on peut en discuter ensemble sans souci, ou autrement vous réadresse au médecin du travail de votre secteur, mais c'est, c'est un peu délicat de le faire qu'à une personne si ce n'est pas écrit. Ok. Ok. Je vous le donnerai par mail. Je demanderai à la personne chargée de la communication de vous envoyer mon PowerPoint avec le questionnaire et du coup vous aurez mes coordonnées si ça vous dérange pas. Ok, super. Est-ce que d'autres personnes ont des problématiques ou des questions à poser ou des interrogations? Il n'y a vraiment aucun problème pour n'importe quel type de question. Je crois que j'ai été un peu plus rapide que l'heure et demie annoncée. Oui, je crois que j'ai été beaucoup plus rapide. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux clôturer l'intervention ici? Ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir partager ces sujets-là avec vous. Merci. Voilà, j'espère avoir été clair parce que c'est un sujet qui peut être très complexe et je ne souhaitais pas, je souhaitais vraiment transmettre deux, trois messages forts plutôt que d'avoir beaucoup de choses scientifiques et qui parfois n'impriment pas forcément. Donc, j'espère que vous avez pu retenir des choses et en tout cas un peu déconstruire parfois des représentations qu'on peut avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est avec plaisir que je peux vous répondre. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, et puis à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.